France Domaine, le bras armé du ministère des Finances qui vend avec si peu d'efficacité ce qui nous appartient au privé, eh bien, était en train d'essayer de monter une solution avec un repreneur privé pour essayer de sauver Villers-Cotterêts. Mais le 6 mai, la lumière se fait, le candidat devient président et le sort de Villers-Cotterêts est scellé. Ce sera le grand monument du règne et il faut s'en réjouir, premièrement parce qu'au lieu de construire quelque chose en plus qui coûte cher, qu'on ne pourra pas entretenir et qui va être légué aux générations, il va peser sur la dette, on décide de s'attaquer à un monument existant. Ça, c'est quand même une première très bonne nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est que ça vient d'en haut, donc de l'Olympe, directement sur le monument, sans médiation ministérielle, administrative, etc. Donc on se dit, là, on tient quand même une défense directe du patrimoine. Et puis la troisième chose, c'est qu'évidemment, il y a une idée derrière ça, une idée assez brillante, et une idée qui est si brillante qu'on peut l'examiner sous plusieurs facettes. Le patrimoine, c'est aussi la langue qui nous réunit. Et le président, là-dessus, va faire des déclarations assez brillantes. Alors, des déclarations qui agacent les historiens d'art dont je fais partie. Il n'y a pas d'art français, mais il y a des arts fabriqués par les gens qui parlent la langue française. Enfin, là-dessus, il y a pas mal de débats intéressants en ce moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée que la langue nous réunisse, c'est une très belle idée. Et la langue française spécialement. Donc, le président Macron va susciter, grâce à cette prise de parole, à cet espoir qu'il a donné pendant la campagne, une grande visibilité pour le patrimoine. Et c'est finalement, et là je commencerai par une chose positive, entièrement réalisé comme il avait dit. C'est-à-dire que le monument a été d'abord administrativement traité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un problème de propriété entre les différents intervenants. Il y avait même un morceau du château qui appartenait encore à la commune de Villers-Cotterêts. Donc ça, c'est en voie de résolution pour avoir un seul propriétaire foncier, ce qui est toujours important quand on a un énorme monument sur les bras. Ensuite, le monument a été cédé par une concession de gestion au Centre des Monuments Nationaux, donc le fameux CMN, qui a déjà sauvé l'hôtel de la Marine d'une précédente catastrophe annoncée, vous savez, puisqu'il a reçu le CMN après qu'une assez grande et intense campagne aura permis de le protéger d'un dépeçage commercial que vous avez suivi peut-être dans la presse. Et donc le CMN, c'est cet organisme qui dépend du ministère de la Culture, c'est un établissement public qui gère une centaine de monuments en France et qui va donc prendre aussi la gestion de ce monument. Après tout, ils ont Pierrefonds, il y a une logique territoriale aussi, hein, et donc c'est le CMN qui reçoit en avril dernier la gestion de ce château de Villers-Cotterêts. Le programme des travaux est déjà monté puisque l'architecte en chef qui a reçu la commande, M. Ouetz, a monté un programme d'analyse de l'architecture, analyse archéologique, archéologie du bâti, et il a présenté ce programme, qui n'est pas un programme de travaux, mais pour l'instant un programme d'analyse architecturale de ce qui est possible de faire et pas faire dans les structures. C'est-à-dire on a mis les choses dans le bon sens. Hein. On n'a pas fait un projet, puis ensuite on s'est aperçu que ça ne rentrait pas dans la boîte. On a analysé la boîte d'abord. Là, il faut saluer aussi l'efficacité de ce projet, et ça a été présenté à la Commission nationale des monuments historiques, section travaux, en juillet dernier. Donc vous voyez, hein, l'élection au mois de mai, un an plus tard, les questions administratives et foncières, on avance, la dévolution au CMN, les travaux sont validés dans l'enveloppe générale de leurs principes en juillet dernier, et le projet qui est derrière ça, c'est un centre de la francophonie, l'édit de Villers-Cotterêts, centre de la francophonie, tout ça paraît assez cohérent, donc ça a du sens, et par un magnifique clin d'œil de l'histoire, une jeune femme est en train de s'occuper de ce projet au CMN, et c'est la nièce de Léopold Sédar Senghor. Et je trouve ça absolument magnifique. Donc là, on peut le dire, le Nouveau Monde a suscité un espoir qui a été véritablement efficace, réel. Et on voulait commencer par ça parce qu'on dit toujours qu'on critique tout. Ben non, là, on ne critique pas. Et pour une fois que la déformation infantile de la Ve République, qui nous vaut ce monarque tantôt arrogant, tantôt feignant, que nous connaissons par alternance, eh bien là, et ça a fonctionné. Voilà. Dans l'histoire du Nouveau Monde, le président de la République avait expliqué que le fonctionnement des ministères allait être complètement transformé. Et donc l'idée du président, avec cette jeune équipe, hein, je rappelle qu'il a à peine 40 ans quand il est élu, hein, il nous a tous donné un coup de vieux au fond, hein, eh bien, c'était de nommer des ministres de choc à la tête des grands ministères. Et puis ensuite, ces ministres décapitaient leur administration, et comme une sorte de spoil system, non pas un spoil system droite-gauche, puisque dans le miracle actuel, il n'y a plus de parti politique au pouvoir, c'est un immense centre.
autour desquels tournent des bulles des extrêmes, n'est-ce pas? Et donc l'idée, c'était de prendre des gens exceptionnels et de les placer à la tête des administrations pour avoir des réformes en profondeur du fonctionnement des grands ministères. Donc c'était ça qui avait été théorisé par l'équipe de campagne du candidat devenu président. Alors ça a réussi dans certains cas. Le cas le plus fameux, c'est bien sûr le cas du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui présente un caractère, vous le savez, assez exceptionnel, c'est qu'il aurait été ministre, quel que soit le candidat qui avait gagné. Il était le ministre pour M. Macron, pour M. Fillon, pour M. Juppé. Je ne parle que des partis qui avaient une chance d'arriver au pouvoir, évidemment. Donc, un excellent spécialiste qui venait de ce propre ministère, une personnalité très puissante intellectuellement et qui a réformé en profondeur immédiatement toutes les têtes administratives. Et on voit la machine se mettre en route puisque ça lui a permis de détruire en quelques semaines, voire en quelques mois, l'œuvre néfaste de sa prédécesseuse. Mais pour le ministère de la Culture, là, malheureusement, il y a eu un accident de parcours. Un accident de parcours que la SPEF connaît bien parce qu'on a eu beaucoup à se frotter. Alors, je ne dirais pas comme Montaigne qu'on a frotté notre cervelle à la sienne parce que là il y avait un déséquilibre un peu trop fort, mais voilà, on s'est frotté à un nouveau ministre qui était Françoise Nyssen. Je ne veux pas évidemment accabler Françoise Nyssen, hein, ce ne serait pas élégant de ma part, mais il est sûr que quand elle a été nommée, vous vous en souvenez, nous avons tous aussi eu de l'espoir. Nous avons tous été très enthousiastes. Pourquoi? Parce que c'est une femme de culture, à la tête d'une grande maison d'édition, une maison d'édition d'autant plus originale qu'elle n'était pas parisienne, mais venait d'une histoire beaucoup plus complexe, avec son père Hubert Nyssen, grand personnage, grand résistant, une figure de l'édition d'après-guerre, et que, venant de la Belgique, elle avait préféré installer non pas à Paris son édition, mais ce qui est très rare dans le paysage de l'histoire de l'édition française, à Arles, dans le sud, et donc une sorte d'anti-parisianisme qui était assez bienvenu pour un ministère qu'on accuse toujours d'être extrêmement parisien, extrêmement tourné autour de son nombril et de ses quelques diverticules. Donc, oui, une femme de culture aussi, qui lisait des livres et qui en fabriquait, ce qui paraissait un changement radical avec certaines ministres de l'ancien monde qui n'avaient pas le temps de lire des ouvrages, parce que c'est vrai que c'est prenant de faire de la politique. Alors, une femme de culture, une grande éditrice, une femme dont l'histoire personnelle présentait une profondeur assez intéressante, en tout cas sur le papier. Tous, vous vous souvenez, là nous avons été dans l'espoir, un espoir qui cette fois-ci a été, il faut bien le dire, un tout petit peu déçu. Un tout petit peu déçu, nous ne l'avons pas perçu tout de suite. À l'Élysée, ils s'en sont aperçus en fait assez tôt, puisque nous avions beaucoup d'échanges avec une partie du cabinet du président de la République. Nous avions été reçus d'ailleurs assez longuement, pendant plus de 2 heures à l'Élysée au mois d'août 2017. Et donc nous avions des échanges assez fluides, comme on dirait aujourd'hui, sauf qu'il apparaissait clairement que Madame Nyssen posait déjà un certain nombre de problèmes. Nous ne la voyions pas de l'extérieur. Il y avait eu, vous vous souvenez, le départ en vacances. On avait digéré le choc, évidemment, de l'arrivée du Nouveau Monde, etc. Donc, à partir de la rentrée, les dossiers un peu sérieux se sont invités dans le Nouveau Monde. Des dossiers du Vieux Monde. Hein. Alors, on est à Marseille. Pardon, hein, j'aime tendrement Marseille, mais bon, Marseille, manifestement, là, le Vieux Monde avait concocté une petite affaire pas très sympathique. Sur la photographie que vous voyez, c'est un site archéologique, le site de la Corderie, donc boulevard de la Corderie, une carrière d'origine grecque, puisque vous le savez, Massilia est la ville la plus ancienne de France, hein, était fondée au VIe siècle par une colonie phénicienne. Et cette carrière de pierre que vous avez sous les yeux, elle a été en fonction à peu près jusqu'au début de l'ère moderne. Donc les Romains s'en sont ensuite servis. Et puis elle a été ensevelie, abandonnée puis ensevelie. Et elle est restée jusqu'à nos jours dans un énorme terrain vide au cœur de la ville. La muraille que vous avez derrière et qui a reçu quelques tags élégants, c'est la muraille de Louis XIV et tout en haut, vous voyez la Bonne Mère. Donc on a vraiment ici un site exceptionnel en cœur de ville. C'est la mairie qui était propriétaire du site et tous les archéologues savaient que ça constituait une réserve archéologique tout à fait importante. Alors le Vieux Monde, parce qu'il y a des gens du Vieux Monde qui ont continué de vivre pendant le Nouveau Monde. Je ne sais pas si ça vous a peut-être échappé. Hein. Donc dans le Vieux Monde, il y avait le maire de Marseille. Très 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 Vieux Monde. Hein. Et en fait, le Vieux Monde a vendu le terrain à un promoteur, enfin quelqu'un dont le métier c'est de gagner de l'argent, et c'est vraiment pas du tout un métier qui ne serait pas noble. Hein. Il y a des gens qui gagnent de l'argent dans leur métier, il ne faut pas leur en vouloir du tout. Et la SPEF n'est pas du tout, vous le savez, ne milite pas à l'extrême gauche. Hein. On n'est pas des anticapitalistes. Mais alors là, il faut bien dire que c'est une société immobilière quand même importante, puisque c'est la société Vinci.
Donc ce n'est pas une petite société immobilière. Alors évidemment, pourquoi acheter un terrain? Pas pour mettre en valeur des sites archéologiques. C'est pas, non, chacun fait son métier. Donc le promoteur, il a acheté pour faire un très très grand immeuble. Et la mobilisation citoyenne, comme on dit aujourd'hui, vous voyez à nouveau cette photo qui est une photo prise en surplomb hein, depuis l'immeuble d'en face. Évidemment, dès qu'on a eu décrouté le terrain, les archéologues qui sont des archéologues de l'INRAP, hein, donc des gens qui sont payés par l'État pour faire des fouilles préalables avant chantier, bah, ils ont mis au jour cette extraordinaire carrière avec, si vous aimez les détails, encore, regardez, des sarcophages qui sont en cours de dégagement, puis on abandonne le chantier. Alors ça reste la gangue, vous voyez, c'est encore pris dans la gangue de pierre, mais on voit très bien que l'ouvrier allait terminer et ensuite on allait extraire le sarcophage. Donc c'est quelque chose d'assez bouleversant. Là-dessus, les archéologues se sont coupés en deux camps. Les archéologues de l'État qui ont expliqué que c'était intéressant, mais finalement pas tant que ça. Voilà, c'était un des nombreux cas de découverte archéologique. Les archéologues qui ne dépendaient pas du ministère de la Culture, dont un de nos collègues du CNRS, qui dit c'est un site exceptionnel pour la Méditerranée, et pas seulement pour la France, par son ancienneté, par tout ce qu'on peut observer sur les pierres, les traces d'outils. C'est la mémoire. Et alors vous imaginez dans une ville comme Marseille, la mémoire ouvrière, évidemment des tailleurs de pierre qui n'avaient pas des conditions de protection sociale au 5e siècle avant Jésus-Christ totalement développées. Mais enfin, voilà, c'est la mémoire d'une forme de gauche travaillant et dans une ville qui avait comme député du Vieux Monde, devenu député du Nouveau Monde, M. Mélenchon, dont c'est la circonscription, ça prenait tout ça un espèce de bouillonnement assez amusant. Alors là, il faut dire que, d'abord, il faut citer le maire de Marseille, que je salue pour son intelligence et sa vision, M. Godin, qui a dit à propos de cette affaire, « Ah, ça suffit maintenant, à chaque fois qu'on fait un trou dans Marseille, on trouve le tibia de Jules César. » Alors ça, je cite dans le texte parce que c'est vraiment, je mets des guillemets, hein, le tibia de Jules César. Voilà. Ça, c'est le niveau intellectuel du maire de Marseille. C'est triste parce que c'est quand même une grande ville hein, qui mérite vraiment, les citoyens de Marseille méritent un vrai maire qui aime vraiment le patrimoine. C'est quand même triste. Bon. Alors, pourquoi il fait allusion à ça? C'est qu'évidemment, c'est vrai, dans les villes anciennes, c'est le cas par exemple de Rome, quand on fait un trou, bah, on trouve des choses passionnantes. Ça passionne d'ailleurs les gens, c'est marrant, hein, les gens sont indécrottables. Alors ça, c'est les gens du vieux monde, hein. Ils trouvent ça formidablement passionnant. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un arbitrage évidemment à trouver, politique, entre la passion des gens, des citoyens, les archéologues, l'intérêt scientifique, et puis le promoteur qui veut quand même gagner ses sous-sous. Puis vous imaginez, la Maison Vinci, son équilibre financier est très précaire. Donc là, il n'est pas question de se mettre en danger sur un bâtiment comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une cagade marseillaise. Hein, ça devient très compliqué. Hein. Comment sortir de ça? Je rappelle qu'on a rapproché ce dossier de la grande découverte, qui est celle du port antique, hein, 1967, à Marseille, l'actuel parc archéologique adossé au musée de Marseille, qui est un musée historique absolument merveilleux, puisque vous êtes dehors dans le port avec ses substructions, et puis vous rentrez dans le musée, il y a la suite avec toutes les explications et c'est un endroit absolument fascinant. À l'époque, André Malraux était descendu et avait bloqué les travaux parce que le maire de l'époque était déjà, alors là, c'est pas Vieux Monde, là, c'était Jurassic Park, hein, qui devait s'appeler Gaston Defferre. Lui, il avait dit, bah, c'est pareil, un petit coup de bulle et puis on règle le problème. Donc Malraux alors, avait fait son travail de ministre de la Culture. Vous imaginez la comparaison terrible, évidemment, hein, puisqu'il y avait une même découverte archéologique exceptionnelle et même querelle avec les associations, les citoyens, les archéologues, et le même problème, que va faire le ministre de la Culture? Parce que André Malraux d'un côté, Françoise Nyssen de l'autre, voilà, les parallèles étaient très difficiles à gérer, hein, évidemment. Alors, Madame Nyssen est descendue sur place. Déjà, elle a montré une action qui était d'aller voir. Vous allez me dire, c'était le moins qu'on pouvait faire. Non, c'est pas vrai. Hein. Quelquefois, on voit qu'il y a une distance géographique très forte qui reste entre les dossiers et les ministres. Donc, elle est descendue à Marseille. Elle s'est fait d'ailleurs un peu bousculer, il faut bien le dire. Et elle a dit, je ne vois rien. Je ne vois rien. Alors bon, moi j'ai un très bon ophtalmo, mais je ne veux pas mettre un peu dans la... Je ne veux pas lui donner des conseils en ophtalmologie, ça n'aurait pas de sens. Hein, mais... Donc on s'est inquiété à cette déclaration, je ne vois rien. On s'est dit, tiens, ça veut dire quand même que là, il y a un petit problème. Alors on a alerté et on a découvert des gens sur place assez formidables. Malheureusement, il y a eu un petit problème sur place. C'est que toutes les associations, et ça c'est très intéressant à méditer pour nous, parce que nos échecs aussi existent évidemment, et je dis un nos collectif, parce que je reconnais des têtes amies d'autres acteurs associatifs dans cette salle, il ne faut pas se tromper d'ennemis, et il ne faut pas se tromper de méthode pour abattre l'ennemi. Hein. Y a des associations qui ont couru un lièvre qui était empêcher l'immeuble parce que ça gâchait la vue qu'ils avaient depuis leurs propres appartements. Et ça ne m'intéresse pas, parce que ça, c'est le genre de choses qu'utilisent les gens qui détestent ces associations pour mettre tout le monde dans le même sac et qu'ils appellent les associations de maîtres chanteurs. On va demander de l'argent
en faisant croire qu'on va faire un recours contre le permis, et à la fin, on dira, bon, écoutez, d'accord, mais on va avoir de la poussière, du bruit, etc., donc donnez-moi 100 000 € et on en reste là. Ça existe. Il y a des cas, très peu de cas, contrairement à ce que disent certains membres du Conseil d'État qui ont osé nous le dire en face. Mais enfin, le Conseil d'État, on a compris un peu comment ça fonctionne, et maintenant, je crois que ça fait un petit moment qu'on a vu la ficelle est trop grosse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est une erreur. Et cette association qui a poursuivi ce but, naturellement, elle a été dans le mur. Mais malheureusement, elle a induit un désaccord associatif qui fait que de l'autre côté, ceux qui se battaient simplement pour l'archéologie, eux, évidemment, ils ont perdu en puissance et en crédibilité. Le président de la République est venu. Il y a eu un investissement médiatique extrêmement fort. On en a parlé dans toute la presse. Alors régionale, évidemment, mais nationale aussi. Il y a eu des articles à peu près partout. Et malheureusement, la ministre n'a pas changé de position. Elle a fait une chose qui est encore plus grave que de ne pas avoir fait son travail. Elle a proposé de classer une partie du terrain, 600 et quelques mètres carrés. Et à notre grande surprise, et là je dois dire que le vieux monde ressemble terriblement au nouveau monde, hein, et l'inverse, évidemment, le terrain classé qu'elle a proposé de dévitaliser pour le protéger correspond au millimètre près au terrain qui devait rester non bâti dans le projet de Vinci. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de terrain qui est une sorte de jardin, n'est-ce pas? Eh bien, voilà que ça devient la partie classée par le ministère. Et pendant les journées du patrimoine, les dernières journées, pendant que les bulldozers faisaient la noria de destruction, le ministère de la Culture, qui n'a pas eu honte, est venu planter discrètement un tout petit panneau avec marqué monument historique, le logo monument historique, à côté du terrain sur un petit panneau planté dans le sol. C'est un tout petit peu dérisoire, évidemment. Alors, pour ceux qui avaient compris, mais on était, il faut bien le dire, pas très nombreux, mais on a eu confirmation après, c'est une affaire qui fait écho à une autre affaire Vinci, dont on voyait bien qu'elle commençait d'occuper les esprits, et qui était Notre-Dame-des-Landes. Alors vous allez me dire, Notre-Dame-des-Landes-Marseille, il n'y a pas beaucoup de rapports. Ben si, malheureusement, il y avait un rapport. C'est qu'il y avait 2 fois la même maison de promotion immobilière, et que dans les 2 cas, il s'agissait soit de faire abandonner le projet, comme à Notre-Dame-des-Landes, soit de faire gravement modifier l'immeuble ici, puisque entre l'immeuble prévu et un immeuble qui aurait intégré, parce que c'était tout à fait facile, la conservation des vestiges, il suffit de faire un immeuble avec un rez-de-chaussée dévitalisé sur piliers, ça s'est fait dans Marseille, ça s'est fait dans plein d'endroits. Et d'ailleurs, il y avait à ce moment-là un architecte marseillais qui a une grande gueule, qui s'appelle Rudy Ricciotti, qui est venu pour dire oh bonne mère, je veux le faire à cet immeuble. Sauf que, évidemment, pour Vinci, ce n'était pas un problème d'architecture, c'était un problème de déposer un nouveau permis. Et déposer un nouveau permis, c'était ouvrir le droit à des nouveaux recours. Évidemment, puisque vous pouvez attaquer pendant 2 mois un acte administratif délivré par la mairie. Donc Vinci n'a pas voulu bouger d'un millimètre, et on n'a pas pu entrer dans une discussion qui aurait été de se mettre autour d'une table, évidemment, et de sortir par le haut d'un dossier qui aurait maintenu à Marseille un patrimoine exceptionnel. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, c'est un site qui a été massacré complètement. Et donc là, le Nouveau Monde nous a un peu déçus. On a trouvé quand même que ce n'était pas tout à fait ce qu'on avait espéré. Encore plus comique, dans la propre ville de la ministre, Arles, arrive un autre dossier qui est la halle Lustucru. Je ne fais pas de publicité, mais c'est son nom. Et la halle Lustucru, c'est cette structure magnifique de 1906 de Gustave Eiffel, enfin de ses ateliers en l'occurrence, et qui était une halle pour une grande exposition, une halle métallique montable, démontable, qui avait déjà été déplacée une première fois, et qui se trouve, vous voyez, à l'abandon dans le site actuel où elle est dans la banlieue d'Arles. Là, c'est encore une histoire de corne-cul. Le bâtiment n'est pas protégé, tout le monde le connaît sans le connaître, et puis un promoteur rachète tous les terrains autour pour faire un grand centre commercial. Si vous êtes normalement constitué, vous pouvez vous dire, voilà, ça c'est un patrimoine exceptionnel, ça ne me coûte rien, c'est déjà sur place. Une halle, c'est la chose la plus facile à aménager, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire un restaurant avec des tables au milieu de la halle, on peut faire la halle d'entrée qui distribuera tout le truc. Enfin, je ne suis pas architecte, mais enfin, voilà, on comprend qu'il ne faut pas avoir fait polytechniquement. Naturellement, qu'est-ce qui est prévu? La destruction. Le promoteur, lui, il veut tout neuf. Alors là aussi, la ministre est apostrophée par les associations locales. Là, je dois dire qu'on a beaucoup travaillé, je rends hommage à l'implication des gens du CRU, et spécialement à un journaliste qui fait un travail exceptionnel, qui s'appelle David Coquille. Regardez sur Internet ses articles dans un journal qui s'appelle La Marseillaise, ça ne s'invente pas, La Marseillaise, et ce sont toujours des enquêtes extraordinairement fouillées, très très articulées, et quand il est passé, il n'y a plus beaucoup de magouilles qui puissent rester cachées sous le tapis. Alors là, évidemment, tout le monde a dit à la ministre, vous n'allez quand même pas laisser démolir une structure métallique exceptionnelle dans votre ville, avec la structure Eiffel, etc., alors qu'il y a plein de solutions. Et donc là, la ministre,
on avait un peu l'impression qu'elle courait après les dossiers, en fait. Hein. Eh bien, elle a tranché d'une manière assez curieuse, puisqu'elle a elle a imposé le démontage conservation, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où vont être conservées, dans quelles conditions vont être conservées les pièces métalliques, parce que les pièces métalliques, une fois qu'on les a démontées, elles continuent éventuellement de se dégrader. On ne sait pas quel est le lieu de remontage, on ne sait pas quel est le budget pour lequel on va remonter. Alors tout ça, évidemment, a attiré notre attention et on s'est dit, tiens, le nouveau monde, il ne fonctionne pas encore tout à fait bien. Bon, ça peut être peu. Alors l'autre problème qui était là, c'était que non seulement la ministre n'était pas tout à fait cette espèce de super phénix annoncé pendant la campagne présidentielle par M. Macron, mais c'était également quelqu'un qui n'a pas décapité son administration. Elle est restée avec l'administration qui était là et qui avait déjà fait preuve d'un certain nombre de dysfonctionnements graves sous les règnes précédents et spécialement celui de M. Hollande. Et donc le directeur général des patrimoines dans toutes ces affaires, c'était le même homme qui était là depuis 2012 et qui s'appelait Vincent Bergeot et qui était un homme à ce moment-là qui pour nous paraissait assez dysfonctionnel parce qu'il venait de Bercy. Il avait été en fait engagé parce que venant de Bercy, avec une idée merveilleuse de naïveté qui consistait à dire si nous prenons dans le ministère de la Culture quelqu'un de Bercy, on pourra parler d'égal à égal et convaincre les gens de Bercy. C'est exactement l'inverse qui s'est produit, comme vous pouvez l'imaginer. C'est que c'est des gens de Bercy qui raisonnaient avec le raisonnement de Bercy à l'intérieur de la rue de Valois. Le raisonnement de Bercy, on le connaît, c'est on dépense pour toutes les choses qui sont inutiles, mais certainement pas pour le patrimoine. Voilà. Donc, évidemment, en permanence, on avait l'impression de quelqu'un qui, évidemment, se mettait en retrait et dans toutes ces affaires ne voulait certainement pas, par exemple, entrer dans une politique de dédit. Si on change d'avis parce qu'on a fait une erreur, comme la halle, si on change d'avis parce qu'on veut contraindre le promoteur, il faut payer. Il faut à un moment prendre de l'argent dans la caisse de l'État et dire, voilà, change le projet, il y a un dédit. Mais pour ça, il faut un geste politique fort. Et là, on voit comment la combinaison d'un ministre politiquement faible et d'une administration totalement sous influence de Bercy ne peut pas obtenir ce genre de raisonnement. Il faudrait un ministre très cultivé, comme l'était Malraux, très volontariste, très puissant politiquement, comme l'était Lang, ou alors il faudrait une administration qui fasse son travail, qui soit prévienne les catastrophes, soit se débrouille pour obtenir de Bercy des compensations financières. C'est là qu'on a vu arriver un adhérent de la SPEF, un adhérent de Cité Monuments, un adhérent fidèle de notre association, Stéphane Bern. Alors vous vous souvenez, et Julien aime beaucoup cette couverture, parce que VSD, d'habitude, ils sont plus dans les safaris et les femmes aux formes un peu rebondies. Là, ils sont dans le patrimoine, c'est unique. Et je voudrais d'abord souligner qu'on dit toujours à quoi sert Stéphane Bern, bah déjà à convertir la presse people au patrimoine. Parce que vous imaginez, là, quand même, on touche un autre public, le petit public ici, choisi et soigné, qui aime tant le patrimoine, qui vient au salon le dimanche à 16h pour écouter nos conférences. Bern, outré, attention, parce qu'il est en colère, notre patrimoine est en danger. Alors vous allez me dire, ça ne mange pas de pain, c'est facile à dire. Ben oui, mais on n'a jamais entendu le ministère de la Culture le dire. Pourquoi? Parce que le ministère de la Culture est coincé, comme il existe pour faire ce travail-là. S'il dit le ministère est en danger, le patrimoine est en danger, c'est que le ministère n'a pas fait son travail. Donc il se trouve ontologiquement dans une contradiction, si vous voulez. Donc l'idée de l'Élysée, ça a été une idée assez habile en apparence, et c'est une idée qui vient du cabinet du président, ça a été de dire, on tire les conséquences du désastre de Madame Nyssen, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est pas la peine de se raconter des histoires, et donc il faut dévitaliser la ministre dans le domaine du patrimoine, comme on l'a fait pour les bibliothèques avec Orsena, comme on l'a fait pour la francophonie avec Leila Slimani. Et donc on va nommer des personnalités extérieures, très médiatiques, et qui permettent de faire fonctionner le nouveau monde comme le fonctionnement de Louis XIV, c'est-à-dire le prince, ses proches et la cour, par-dessus l'administration. Donc en fait, là, le nouveau monde boucle avec le plus ancien monde que l'ancien monde. C'est extraordinaire. Bon. Alors Stéphane Bern, on le connaît bien, donc on l'a appelé, on lui dit on est avec toi Stéphane, on te soutient, c'est formidable ce que tu vas faire, parce que Stéphane Bern, ce n'est pas quelqu'un qui prétend être un historien. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « je sais des choses ». Il dit « moi je ne sais rien, je suis un passeur ». Et d'abord, je le salue parce qu'il y a d'autres figures médiatiques qui jouent un rôle dans le patrimoine, mais qui croient être des savants. Donc voilà, lui, il dit « moi je ne suis pas un savant, je suis quelqu'un qui est là pour essayer de donner de l'énergie ». Et quelle énergie il a développée dans cette affaire quand même. Parce que lui, il a eu contre lui évidemment tout le ministère de la Culture du jour au lendemain. Parce qu'il était évidemment le gars qui venait leur dire « vous n'avez pas fait votre boulot, je vais le faire à votre place et je vais le faire mieux ». Vous imaginez, comme il a dit, les costumes gris. C'était une formule maladroite, il n'aurait pas dû. Hein. Mais bon, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il avait une force, une énergie extraordinaire. Il avait aussi une chose que n'avaient pas beaucoup de gens, et spécialement ni la ministre, ni le directeur général des patrimoines, c'est qu'il aime le patrimoine.
Je veux dire, il aime comme vous et moi, c'est-à-dire qu'il est prêt, s'il voit un monument en ruine, il essaye de savoir pourquoi, il est prêt à le racheter s'il peut, parce qu'il a un tout petit peu plus de moyens que nous, enfin que moi en tout cas. C'est quelqu'un qui se bat, qui a sauvé déjà un monument historique, qui a une vraie passion. Si on lui téléphone le matin pour lui dire, dis donc, il y a une église qui est formidable qui va être rasée, ça le rend malade pour la journée. Ouais, c'est pas quelqu'un qui dit, rappelez ma secrétaire dans 15 jours après la destruction, on verra ce qu'on peut faire. Non, non, c'est pas du tout ça. Donc voilà quelqu'un qui a donné aussi une sorte de passion. Et depuis tant d'années qu'on attendait ça, un ministre qui dise « J'aime le patrimoine est une cause nationale, il faut se battre pour le patrimoine ». Mais quel bonheur d'entendre ça. Alors évidemment, ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas un élu du peuple, mais quel bonheur d'entendre ça. Et il a tout de suite fédéré toutes les amitiés, toutes les sympathies autour de lui. On a tous voulu l'aider et toutes les associations, même si, évidemment, il ne pouvait pas inventer l'eau tiède, et même s'il n'allait pas faire dégringoler les milliards comme ça, puisqu'on lui a demandé de trouver des solutions. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le projet de loi qui avait été assez avancé de François de Mazières en 2017 sur le loto du patrimoine, et il a poussé jusqu'au bout le loto du patrimoine. Et le loto du patrimoine, c'était une idée qui, évidemment, sur le plan financier, n'avait jamais convaincu personne, spécialement pas Bercy, qui n'était pas tellement à l'aise avec cette idée. Mais le loto du patrimoine, ce n'est pas une idée d'argent, c'est pas une histoire d'argent. Parce que vous l'avez compris, vous avez vu, les sommes sont mineures, même s'il y a eu un rebondissement cette semaine avec les 21 millions, mais peut-être on en reparlera. Mais ce n'était pas une question d'argent, parce que si vous regardez ce que font les Anglais, qui, attention, comparaison n'est pas raison, n'ont pas de ministère de la Culture avec un énorme budget. Mais si vous regardez par exemple ce que font les Italiens, qui ont les deux, ou les Allemands, ce n'est pas 10, 15, 20, c'est des centaines de millions que ça rapporte par an. En Italie, c'est 150 millions à peu près. Et donc, si vous voulez, on est dans une situation où le loto français, c'est clairement une solution financière qui est très faible. Mais, et c'est ça que n'ont pas compris les gens du ministère quand ils se sont battus contre le loto, ce qui est formidable, c'est que c'est une cause populaire qui retourne au peuple avec une énergie circulaire dans le pays, et tout d'un coup, on n'a jamais autant parlé de patrimoine. Alors évidemment, ça c'est un petit montage dont vous nous excuserez la facétie, la ministre, elle disparaît derrière Berne. Et là, ça pose un problème terrible parce que ça devient Monsieur Patrimoine. Donc toute l'administration qui fait son boulot, parce qu'il y a des gens formidables. Rue de Valois, on s'est permis de critiquer tout à l'heure, mais on va rappeler qu'il y a des fonctionnaires qui passent leur vie pour le patrimoine et qui ne font pas 35 heures par semaine. Eh bien, ces gens-là, tout d'un coup, ils sont dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre d'un type médiatique, sympa, qui a le 06 du président, qui connaît très bien la présidente. C'est pas rien, Madame Macron. Et donc, ça veut dire qu'ils existent moins. Que tout d'un coup, les gens, quand ils ont un problème patrimonial, ils ne pensent plus ministère de la Culture, ils pensent Stéphane Bern. Et vous savez que Stéphane Bern a reçu plus de 2000 dossiers de monuments très très gravement en danger dans sa mission. Mission qui est, avec une adresse internet, Monsieur Patrimoine. Monsieur Patrimoine. Donc ça veut dire que pour la rue de Valois, c'est une gifle monumentale. Et moi, j'ai parlé avec beaucoup de mes collègues fonctionnaires du ministère. Moi, je suis du ministère de l'Enseignement supérieur, alors j'en vois souvent. Et ils étaient vraiment blessés. Parce qu'ils considéraient que c'est une forme de désaveu complet et que le nouveau monde ne rendait pas hommage à leur travail dans le vieux monde. D'ailleurs, à tout un symbole, ce n'est pas au ministère de la Culture qu'on a signé la convention avec la Française des Jeux, c'est à l'Élysée. Et là, à mon avis, ce n'était pas la bonne échelle ministérielle. Mais comme il y a eu un tout petit pet dans les tuyaux et que le loto a failli être annulé, Stéphane Bern a poussé son premier coup de gueule, dont vous vous souvenez peut-être un matin sur RTL, un samedi matin, coup de gueule naturellement autorisé, il n'a pas fait ça tout seul comme un grand. Eh bien, c'est finalement dans les salons de l'Élysée que la convention est signée. Voilà, donc Berne, Monsieur Patrimoine, Jupiter, la directrice de la Française des Jeux, Madame Nyssen, oui, elle est quand même là. Bon, voilà. Et alors un garçon un peu mystérieux pour nous, qui est Guillaume Poitrinal. Guillaume Poitrinal, c'est l'ancien promoteur patron d'Unibail, une société immobilière dont je dirais qu'elle est, c'est comme Vinci, c'est des gens qui sont au bord de la misère, mais enfin quand même, c'est des gens importants. Et vous avez peut-être entendu parler d'eux cette semaine, parce que le Canard enchaîné s'est fait l'écho d'un gros rapport de la Cour de la Chambre régionale des comptes sur l'affaire des Halles et la manière dont Unibail, grâce à l'impéritie de M. Delanoë, et j'en ai peur aussi un peu de Mme Hidalgo, mais je ne veux pas avoir l'air non plus là de tirer sur une ambulance, vous savez, s'est fait avoir et Unibail est devenu propriétaire des 100 000 mètres carrés du Forum des Halles dont il n'était que locataire, et donc on a dépouillé la propriété publique. Alors c'était déjà mal engagé du temps de Chirac, il faut être absolument honnête, mais
Enfin, tout ça fait que c'est un monsieur qu'on n'aime pas beaucoup parce qu'il a attaqué les associations très violemment dans un livre en 2006 qui s'appelait « Plus vite la France ». Vous imaginez le titre, « Plus vite la France ». Vous voyez le niveau du intellectuel, c'est un concept fort. Faut aller plus vite. Alors, faut aller plus vite, ça veut dire qu'il faut se débarrasser des emmerdeurs comme les associations, les recours, les machins. Et monsieur Poitrinal, à la tête de la Fondation du patrimoine, c'est un peu Madame Claude à la tête des Demoiselles de Saint-Cyr. Si vous voulez, on n'a pas très bien compris. C'est un peu mystérieux pour nous, mais enfin, il est là. Bon, il est là. Bon. Et c'est lui qui maintenant tient la boutique, puisque c'est la Fondation du patrimoine qui a été affectataire du lot. Alors j'espère que vous avez tous joué, évidemment. Nous, on a perdu beaucoup d'argent. Enfin, moi, j'ai gagné 2 euros. Mais... Non, j'ai gagné 2 euros, puis après, j'en ai reperdu 20. Bon, mais on a tout joué. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas gagner. Enfin, au fond, peut-être si, mais non. Ce qu'on voulait vraiment, c'était que ce soit un grand succès populaire. Et ça a été un grand succès populaire. Et c'est ça qui est formidable. Donc là, le Nouveau Monde, par des chemins peut-être un peu tortueux, est arrivé à créer quelque chose. Une espèce d'extraordinaire espoir dans le pays. Voilà, avec ces tickets à gratter. Évidemment, si on était dans la psychanalyse, on se dirait gratter avec le pouce la photo de Chambord pour effacer Chambord et retrouver des petits cryptogrammes bourrés de fautes d'orthographe, c'est un drôle de symbole pour sauver le patrimoine. Mais enfin, on n'est pas dans la psychanalyse, donc on ne va pas dire ça comme ça. Mais alors, cependant, ça c'était très sympathique tout ça, mais malheureusement, pendant ce temps, il y a les gens sérieux qui, eux, travaillent vraiment. Alors, ce n'était pas Madame Nyssen, ça je ne vais pas vous le cacher, c'était des parlementaires, c'était des lobbyistes, parce qu'on a découvert que malheureusement, les lobbies n'ont pas disparu et qu'ils sont transportés de l'ancien monde dans le nouveau monde. Et puis, en faisant le saut dans le nouveau monde, ils sont tombés tout près de la rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est incroyable cette histoire. Donc en fait, malheureusement pour nous, on a découvert, dans des auditions au Sénat, dans des auditions à la Chambre, on a été plusieurs fois auditionnés, Julien et moi, au nom de l'association bien sûr, on a découvert qu'en fait le Nouveau Monde, il avait des idées très précises sur un certain nombre de dossiers qu'on connaissait bien. Et malheureusement, ce n'était pas tout à fait nos idées. Alors je vais laisser la parole à Julien qui connaît ça très très bien. Donc ça, c'est effectivement la première loi, je dirais, qui avait un rapport avec le patrimoine que nous avons eu à analyser et à laquelle nous avons tenté de participer. Donc c'est la loi olympique. Alors on n'a pas encore d'image de ce que donneront les Jeux olympiques. Alors pour cette raison, on a mis une photographie qui a été prise pendant l'Euro 2016. Et en fait, c'est pas du tout sans lien. Puisque vous savez qu'on a réussi à faire annuler en juin 2017 toutes les publicités, quasiment toutes, qui avaient été placées par la mairie de Paris à l'occasion justement de cette compétition de football. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces publicités étaient placées dans des sites classés, voire sur des monuments historiques ou des emplacements où il est impossible de les positionner sur des dispositifs d'éclairage public, ce qui fait que souvent il y avait des triple illégalités plutôt. Donc il a fallu réfléchir à l'organisation des Jeux olympiques et l'idée a été de rendre légal ce qui était illégal. Et tout simplement, on a fait une loi disant qu'à l'occasion des Jeux olympiques, ces publicités qui sont interdites, en tous les cas sur les sites classés, sur les monuments historiques depuis 1910, qui est une loi qui a été faite voter par notre association, par notre premier président Charles Bocquier, et bien tout simplement qu'on allait la mettre entre parenthèses pour la première fois depuis qu'elle a été votée pour les Jeux olympiques. Donc finalement, résultat des courses, on voit que la loi n'a absolument pas bougé par rapport à la convention qui avait été signée préalablement avec le CIO, ce qui pose aussi une question de souveraineté et de principe. Donc on a pu effectivement évoquer lors de nos auditions. Donc là, ce qui va se passer concrètement, c'est que le CIO pourra mettre de la publicité quasiment partout, donc sur les sites classés, sur les sites inscrits. Et donc évidemment, il y en aura sur le Champ de Mars, je dirais comme d'habitude, sur l'esplanade des Invalides, sur les Champs-Élysées, le Grand Palais, et également à Versailles. Donc on a essayé d'expliquer que, effectivement, certes, ça a contribué peut-être, pour une part d'ailleurs minime, au financement des Jeux olympiques,
mais que toutes ces photos allaient rester. Donc finalement, le provisoire n'était pas provisoire. Pour la première fois, on allait avoir de la publicité dans le parc de Versailles et que tout ça allait faire le tour du monde. Est-ce que vraiment notre pays allait être gagnant de voir ces clichés comme ça circuler dans le monde entier? Est-ce que tout est à vendre en France? On a l'impression que oui, avec le Nouveau Monde. Alors, deuxième contact avec, je dirais, la législation, ou plutôt la réglementation du Nouveau Monde, un décret éolien, autrement appelé le décret Lecornu, du nom du secrétaire d'État qui s'occupait de ces questions. Alors, Sébastien Lecornu est un personnage assez curieux, puisque, à titre personnel, c'est quelqu'un qui est opposé aux éoliennes. Alors effectivement, il y a un curieux dédoublement de la personnalité qui s'opère, qui est peut-être une réminiscence des deux corps du roi. Hein, voilà, donc le cornu de chair et de sang qui est opposé à titre personnel aux éoliennes et le cornu ministre qui ne peut pas s'opposer aux éoliennes. Alors ce décret a un triple but, hein, donc il faut simplifier, clarifier et accélérer. Alors pour aller où, on se demande, hein, c'est toujours la fameuse question, mais c'est pas grave, on y va quand même. Donc là, l'idée très concrètement de ce décret, c'est tout simplement de favoriser l'implantation des éoliennes. Alors comment? D'abord en supprimant un degré de juridiction pour gagner du temps, c'est-à-dire qu'il y avait, ici on connaît bien, c'est donc le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et éventuellement le Conseil d'État. Et bien là, tout simplement, on supprime la première étape, qui est le tribunal administratif, et on dit, voilà, vous irez directement devant la cour administrative d'appel, et ce n'est pas exactement la même chose, parce que le tribunal administratif, on peut y aller sans avocat, c'est un tribunal qui est plus accessible, et tandis que la cour administrative d'appel, il faut payer un avocat. Alors bon, il y a des gens qui vont, là on a eu un dossier récemment, des gens qui vont tout seul devant le tribunal administratif. Donc ça, quand même, ça pose un problème même de démocratie. Pourquoi est-ce qu'on supprimerait un degré de juridiction pour des choses si graves que les éoliennes? Là, on voit le château de la Bourbancée, où le propriétaire a eu, je dirais, l'intelligence de refuser l'accès à son parc classé aux promoteurs immobiliers pour faire ses propres simulations, qui sont très bien faites, avec un ballon de baudruche et un château qui a en plus un spectacle de rapaces en plein vol. Et donc le propriétaire est absolument dévasté en disant, d'une part, on va complètement gâcher l'environnement de mon château. En plus, comment je vais faire avec mes rapaces qui volent, qui vont où ils veulent, avec ces hachoirs à oiseaux? Donc première idée, donc on supprime un degré de juridiction. Deuxième idée, ça c'est plus technique, la cristallisation des moyens. Alors ça, les avocats à qui on a parlé de ces questions disent que c'est peut-être ça en fait le pire, hein, la cristallisation des moyens. L'idée c'est que 2 mois après la communication du premier mémoire en réplique, c'est-à-dire du premier mémoire du promoteur éolien qui se défend, eh bien on n'a plus le droit de soulever de nouveaux moyens. Ce qui veut dire qu'il faut aller très vite. Il faut rassembler toutes ces idées juridiques, factuelles, dans un temps qui est très court pour des associations qui parfois ne sont pas animées par des professionnels de ces questions. Et ça, effectivement, ça n'a l'air de rien, mais c'est très gênant pour attaquer un projet éolien. Et puis, on a évidemment des réductions de délais d'instruction et le fameux silence vaut accord de l'administration, qui là est très, malheureusement très répandu et qui favorise, je dirais, la lâcheté administrative, ou en tous les cas l'irresponsabilité, c'est-à-dire qu'on n'a même pas à se prononcer positivement, on laisse faire en fait les éoliennes, on ne dit rien et puis ça se fait tout seul. Donc ça c'est évidemment très mauvais parce que ça incite à ne pas assumer une responsabilité en prenant une décision positive. Je rajoute juste à ce que vient de dire Julien si justement, pour tous ceux qui sont comme nous contre l'énergie sale, la pollution, le CO2, évidemment, vous avez compris qu'on ne combat pas les éoliennes parce qu'on est des pro-nucléaires, comme le disent certaines personnes. On combat les éoliennes parce que les éoliennes, ça ne fabrique pas d'électricité verte, ça fabrique de l'argent pour des lobbies qui fabriquent les éoliennes. Et donc, on est pour le développement durable, on est pour des énergies propres, mais ça, c'est une énergie sale parce qu'il y a la machine en métal, le socle de milliers de mètres cubes en béton, le bilan carbone du transport des mâts et des pales, et ça tourne que 30% du temps, ce qui veut dire que le reste du temps, c'est une centrale nucléaire, une centrale à charbon qui fait le travail. Donc en réalité, ça c'est de l'énergie sale, ça s'appelle les aérogénérateurs industriels et pas du tout des éoliennes. Aérogénérateurs industriels, on perd toujours la bataille par la bataille des mots. Éolienne, c'est très joli. Aérogénérateur industriel, c'est son vrai nom.
Alors, 2 autres dossiers qui nous sont arrivés récemment, celui du château de Montsûrs dans la Somme. Alors ça, c'est assez intéressant parce que l'image, on l'a tout simplement prise dans l'étude d'impact qui est financée par le promoteur éolien. Ça, c'est un vrai scandale parce que, évidemment, il oriente les choses à sa façon. Mais même en prenant les images faites par le promoteur, on voit ce que ça peut donner, c'est-à-dire une couronne d'éoliennes comme ça autour de 2 châteaux classés au titre des monuments historiques. Donc, évidemment, qui même financièrement, pour leurs propriétaires, ne valent plus rien. Et en tous les cas, tout l'argent qui a été investi pour la restauration se trouve totalement perdu. Le château d'Ancilfranc aussi, avec un discours absolument délirant, là aussi dans l'étude d'impact, le promoteur expliquant que les visiteurs que le château n'étant pas ouvert au public l'hiver, effectivement, on verrait à travers les arbres les éoliennes, mais c'est pas grave, c'était pas la période d'ouverture, et qu'en plus il n'y avait pas de balcon au premier étage pour contempler les éoliennes. Donc c'était évidemment moins grave parce que le château n'avait pas été conçu pour offrir des visions sur le paysage. Alors ça c'est notre ami, donc l'ancien ministre des Territoires. Voilà, donc on voit effectivement manifestement un homme du Nouveau Monde. Hein. Et donc tout ça pour en venir à la fameuse loi Elan, donc à la boîte de Pandore de la loi Elan, qui met en germe toutes sortes de mauvaises choses dans notre code du patrimoine, qui pourtant avait été remanié il y a fort peu de temps, puisque le dernier remaniement datait de 2016, hein, tout simplement, avec la loi liberté de création, architecture et patrimoine. Alors cette loi, c'est une sorte de fourre-tout où il y a énormément de mauvaises choses. Alors c'est très divers. Donc on a essayé d'en faire un petit peu l'inventaire. Donc la loi commence par s'attaquer à la fameuse loi littorale, qui pourtant est une loi absolument fondatrice de la protection de nos paysages. Alors l'idée, donc pour expliquer, c'est qu'en principe, en appliquant la loi telle qu'elle a été conçue en 86, un hameau, comme vous en voyez ici sur cette image, ne peut pas être densifié. C'est-à-dire que s'il y a des dents creuses, on ne peut pas construire entre les maisons déjà existantes. Donc là, l'idée de la loi, c'est de dire ces hameaux, on va pouvoir les densifier. Donc on va pouvoir construire dans des parcelles, que vous voyez, qui sont encadrées en rouge, où on ne pouvait pas construire avant. C'est pas grave, parce qu'il y avait déjà des maisons. Mais le problème, c'est que quand un hameau a été densifié, pour peu qu'on y installe un lieu de vie commun ou une boulangerie, des commerces, il peut prétendre au statut de village. Et le statut de village, dans la loi littorale, et ça c'est vrai depuis l'origine, lui, il peut étendre son urbanisation en cercle concentrique, c'est-à-dire se développer, l'urbanisation peut se développer en tache d'huile. Donc c'est tout à fait délétère à moyen terme, cette idée de permettre la densification des hameaux. Alors alors on a quand même réussi grâce à la presse. Donc nous, on a été d'ailleurs les premiers à être cités par le Canard enchaîné, par un journaliste qui est très utile pour le patrimoine, donc Hervé Liffrand, et puis d'autres associations, évidemment, FNE, sont montées au créneau. Donc on a réussi un petit peu à limiter les dégâts, c'est-à-dire à permettre cette possibilité de densification des hameaux, mais uniquement hors des espaces proches du rivage. Donc il va y avoir toute une casuistique à mettre en œuvre. On va pouvoir densifier les hameaux, mais il faut savoir s'ils sont dans un espace proche du rivage ou pas. Alors il y a plusieurs critères. Il y a le fait de voir la mer, il y a aussi un critère de distance. Donc on a en fait complexifié la loi littorale, qui était très claire, pour faire une espèce de nid à fraude, en fait, et les fraudes sont déjà particulièrement nombreuses. Donc c'était tout à fait inutile. Alors ce qui est drôle, c'est que le sénateur, l'un des sénateurs en tous les cas qui a porté ce texte, est venu sur notre stand. Ça je t'ai pas dit, Alexandre. Donc Michel Canevet est venu. Et donc on a pu discuter. Alors c'était assez violent quand même. Hein. Voilà, très sympathique d'ailleurs. C'est désarmant. Hein. Ces gens-là sont très sympathiques. Donc on lui a dit mais pourquoi monsieur le sénateur? Et l'idée c'était de dire mais en Bretagne on respecte le patrimoine. Il y aura pas de problème. Il n'y aura pas de dérive en Bretagne parce que les maires vont faire ce qu'il faut. Et là on lui a dit écoutez monsieur le sénateur,
vous légiférez pour toute la France et aussi pour la Côte d'Azur. Mais peut-être sur la Côte d'Azur, n'ont-ils pas la même mentalité que vous? Et je suis très convaincu que vous allez protéger votre patrimoine, mais c'est quand même curieux. Et puis j'ai cité aussi le Pays Basque, qui est un pays où les habitants sont aussi particulièrement attachés, ont même des petites tendances un peu centrifuges, comme en Bretagne, en disant mais d'accord, dans le Pays Basque, on construit certes dans le style, mais ça commence à devenir la Côte d'Azur. Là, il y a des voitures partout, c'est terrible. Donc vous avez ouvert la boîte de Pandore. Voilà, donc petit apéritif. Alors ensuite, ça c'est le gros du repas. Donc c'est l'avis simple de l'ABF. Alors d'abord, on commence par une petite chose pour les antennes relais. C'est-à-dire que après la loi de 2016, c'était très simple. Il n'y avait que des avis conformes. Et là, on a créé une catégorie d'avis simples, c'est-à-dire d'avis purement consultatifs. L'architecte des bâtiments de France le donne. Le maire est tenu de l'entendre, mais n'est pas tenu de le respecter. Donc première chose, les antennes. Alors les antennes, évidemment, ce qui est pas mal, c'est que souvent on ne les voit pas. Notamment, je pense à la ville de Versailles, elles sont cachées dans des fausses cheminées. Et pourquoi elles sont cachées dans des fausses cheminées? Parce que l'ABF a le pouvoir de dire non. Et en fait, le pouvoir de dire non, comme l'a dit excellemment notre président dans le Figaro, c'est un pouvoir de négocier dans de bonnes conditions. Voilà. Et d'obtenir de l'opérateur téléphonique qu'il cache ses antennes dans de fausses cheminées. Maintenant, il sera libre tout simplement de mettre son antenne comme ça, et peut-être va-t-il le faire, puisqu'il n'est plus, effectivement, l'ABF est désarmée en quelque sorte. Ça n'a rien à voir avec les lobbies, vous êtes bien d'accord, hein. Les antennes de relais de téléphonie, ça n'a rien à voir avec les lobbies, hein. Tout le monde est d'accord avec cette idée. Pas de publicité. Bon, mais... Cela dit, les antennes, ce n'était pas le plus grave. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir Internet à la campagne parce que ça peut aussi permettre de sauver le patrimoine si les gens peuvent se maintenir à la campagne. Donc bon. Alors, mais beaucoup plus grave, l'ABF va avoir un avis simple, c'est-à-dire simplement non obligatoire, dans le cas d'un bâti qui est dégradé. Alors en fait, il y a 3 catégories. Il y a les bâtiments en péril. Alors les bâtiments en péril, ce qui est gênant, c'est que ça concerne les 2 types de péril. Péril imminent et péril simple. Alors péril imminent, c'est quand vraiment le bâtiment va tomber. Péril simple, c'est très, très généralement remédiable. Et ce qui est pas mal avec le péril imminent, c'est qu'il y a quand même un expert qui intervient. Il faut passer par le tribunal administratif. Ce n'est pas le maire tout seul qui le fait. Mais là, peu importe, on a englobé les 2 périls. Il suffit d'un péril simple pour que le maire puisse se passer de l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France sur un bâtiment qui aurait pu être sauvé précédemment. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'à Perpignan, le maire a anticipé en quelque sorte la loi Elan. C'est-à-dire qu'il a déjà pratiqué ça. Donc là, on voit, il y a encadré en orange 7 bâtiments. Sur ces 7 bâtiments, il y en a 5 qui doivent être conservés dans leur structure, c'est-à-dire les murs, les toitures. Et le maire de Perpignan a pris des arrêtés de péril parce qu'il y avait des fuites d'eau dans ces bâtiments, nous a-t-on dit. Et il les a tout simplement démolis en disant, ce qui était illégal à l'époque où ça a été fait, mais c'est une sorte d'anticipation et on voit ce qui pourrait se produire quand les maires sont des fous furieux, parce que le maire de Perpignan est fou furieux, qui veut tout simplement chasser la communauté gitane qui est installée dans ce quartier. Donc il n'a rien trouvé de mieux que de démolir en fait les maisons qui ont des fondations médiévales. On est en secteur sauvegardé, loi Malraux, vous avez compris, bien sûr. On est en secteur sauvegardé. C'est pas de l'urbanisme lambda, voilà. On est en secteur sauvegardé. À côté, évidemment, de monuments classés, juste en face du Muséum d'histoire naturelle qui est inscrit au titre des monuments historiques. Voilà un autre exemple. Donc ça, c'est la sacristie de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Même chose. Entièrement documentée, peut-être construite par un architecte diocésain. Et pareil, arrêté de péril, démolition illégale. Et bien ça va devenir en quelque sorte... À gauche, le bâtiment, à droite, le mur pignon nu. Vous voyez, c'est terminé, voilà. Nettoyé, propre. Plus de patrimoine. Et très souvent, on y fait des parkings, c'est-à-dire qu'on éventre en fait pour ensuite mettre des voitures. Donc là, vous avez un échantillonnage. Donc ça, c'est la deuxième condition pour se passer alors, ce n'est pas des conditions cumulatives, hein, c'est alternatif. Donc on peut aussi se passer de l'avis conforme de l'ABF
si l'immeuble est insalubre. Alors, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que souvent les immeubles insalubres sont des trésors, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bougé. Je vois que Claude Land est assis ici au premier rang. Bon, là, on est à Mende, en tous les cas pour le bâtiment qui est à gauche. Bon, c'est un bâtiment qui a conservé toutes ces croisées du XVIIIe siècle. Les volets sont bien aussi. Tout est bien dans ce bâtiment. Eh bien, demain, on pourra se passer de l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Alors, il ne va pas forcément être démoli, mais l'architecte ne pourra pas, par exemple, s'opposer à un changement des volets, de tout ce second œuvre qui a été conservé. À droite, on voit, alors là, c'est à Bourges, c'est un bâtiment qui est, lui, placé sous arrêté de péril, avec aussi une devanture très intéressante du début du XIXe siècle. Il y a un autre cas qui permettra de se passer de l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, sont les bâtiments qui vont être inclus dans des programmes de l'ANA ou de l'ANRU, donc l'Agence nationale de l'habitat ou l'Agence nationale du renouvellement urbain. Donc on trace des grands cercles comme ça en disant voilà, là il y aura une opération de l'ANA par exemple. Et tous les bâtiments qui ne sont pas nécessairement insalubres, qui seront dans ces zones-là, eh bien l'ABF il sera totalement désarmé. Il faut dire qu'avec cette loi Elan, ce qui nous a beaucoup choqué, ce qui a mobilisé vraiment tout le monde, c'est qu'en fait, c'est un très très vieux programme. On revient à nouveau au vieux monde, vous l'avez compris, ce n'est pas un effet rhétorique seulement de ma part, puisque vous trouvez cette guerre contre l'architecte des bâtiments de France, qui est le dernier fonctionnaire de la centralisation, puisqu'il est chargé de la police, au sens grec du terme, la police de l'application de toutes les règles patrimoniales, que ce soit les abords de la loi de 13, les ZPP-AUP devenus AVAP, devenus SPR, et les secteurs sauvegardés de loi Malraux. Et donc cet ABF, fonctionnaire central, dans une république décentralisée, c'est devenu à partir des années 80-90 vraiment le fonctionnaire à abattre. Le Sénat, l'Assemblée, en alternance, ont attaqué très violemment l'architecte des bâtiments de France, et personne n'avait réussi à faire sauter le verrou de l'avis conforme dans les cas comme ça. Le Nouveau Monde a réussi. Voilà. Là, on voit par exemple, ça c'est un projet de l'ANA qui consiste à percer en fait donc la structure médiévale de Perpignan, là où sont les flèches bleues, pour prolonger en fait deux rues. Et ils ont une espèce de conception assez délirante. Donc ça c'est toujours le quartier gitan, de dire qu'il faut qu'il y ait évacuer tout ça, qu'il y a des flux, il y a quelque chose qui bloque, et non, il faut évacuer en fait, donc en démolissant donc cette maison qu'on voit à Boutique, donc il y a une base médiévale qui est pourtant en très bon état. Donc là, on va la démolir, et donc c'est bloqué actuellement par l'ABF, là qui a fait son boulot, et par le secteur sauvegardé. Demain, il n'en sera pas nécessairement ainsi. Alors, petite chose également, les préenseignes. Donc, les préenseignes étaient devenues illégales en fait depuis la loi du Grenelle 2 de l'environnement, 2010. Il y avait eu une longue période de transition pour permettre aux personnes intéressées de retirer ces préenseignes, donc qui a expiré en 2015. Et là, la loi va permettre de réintroduire ces préenseignes lorsqu'elles concernent des lieux de restauration. Ce qui est absolument aberrant du point de vue de l'évolution des techniques, puisque aujourd'hui, quand on cherche un restaurant, on le cherche sur son smartphone, sur son navigateur. Donc il y a d'autres manières de repérer les restaurants. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Donc on va revenir sur une avancée fondamentale de la loi du Grenelle 2 qui va pourrir les entrées des petites villes de campagne. Alors, je précise, parce qu'on a souvent été attaqué, ce n'est pas une photomontage. C'était vraiment, non, mais on ne s'est pas amusé parce que c'est vraiment quelque chose qui a été photographié par notre responsable de la lutte contre la publicité, Claude Rossinelli, qui voit partout en France avec sa voiture des choses qui le renversent un peu. Je vous rappelle que l'essentiel des panneaux que vous voyez a un statut juridique très ambigu, pour dire les choses avec douceur. Et je rappelle aussi qu'on avait déjà été menacé de cette régression à l'époque du Vieux Monde de François Hollande, que Madame Royal s'était opposée, grâce à une campagne assez active que nous avions menée, contre ce retour des préenseignes qui avait été proposé par un jeune homme qui était ministre à Bercy à ce moment-là, et dont le nom m'échappe à l'instant, mais on doit pouvoir le retrouver par l'atlas administratif. Une certaine cohérence, voilà, d'autant que j'ai oublié, il y a aussi de la signalisation d'intérêt local qui permet de signaler un restaurant avec un petit pictogramme, et voilà, donc on regroupe toutes les choses, ce sont des panneaux normalisés, et on peut faire la même chose sans avoir ça, évidemment. Alors plus austère, mais extrêmement important, la loi Elan porte aussi des dispositions qui visent à empêcher les associations d'agir en justice. Et ça, c'est évidemment extrêmement grave. Alors, quelle est, je dirais, la justification de tout cela? Alors, on en trouve une dans l'étude d'impact de la loi,
Page 154, il y a cette phrase « La Fédération des promoteurs immobiliers soutient que près de 30 000 logements sont aujourd'hui bloqués pour des motifs de recours abusifs. » Donc c'est là-dessus que se fonde tout le chapitre de la loi Elan consacré justement à la complexification des recours ou à l'interdiction pure et simple des recours par les associations. Donc c'est étonnant parce que ce chiffre est donné comme ça, sans aucune critique. On cite heureusement la source, mais il n'y a pas en face le chiffre qu'auraient pu donner les associations. Voilà, donc on signe un chèque en blanc en quelque sorte aux promoteurs immobiliers. Alors que va-t-il se passer? Donc première chose, on va multiplier les possibilités d'annulation simplement partielle, on va multiplier les possibilités de régularisation, on va aussi créer une cristallisation, c'est-à-dire empêcher les associations, enfin leur laisser très peu de temps pour réunir leurs arguments. Et puis ce dispositif a été enrichi par un amendement de Marc-Philippe Daubresse, donc qui a été ministre du logement sous Chirac et qui apparemment doit avoir de bonnes relations avec les lobbies, qui est un LR constructif et qui se réjouit de tout ce qui a été introduit dans la loi Elan. Quand on lit les travaux, c'est assez travaux parlementaires, c'est assez sidérant. Alors quelle est l'idée? Eh bien, l'idée, c'est d'empêcher les associations qui ont été créées depuis moins d'un an d'agir contre un projet en justice. Auparavant, il y avait une condition simplement d'antériorité. Il fallait que l'association ait été déclarée avant le dépôt du permis. Et bien maintenant, ce qui était déjà un énorme scandale démocratique. Ce qui était déjà scandaleux. Qui a validé le Conseil constitutionnel. Et ce qui fait que nous, on récupère toutes sortes d'actions locales qu'on ne peut évidemment pas toutes prendre à notre compte parce que c'est le travail normalement des associations locales. Et bien maintenant, ce n'est plus une condition d'antériorité. Il faut que l'association ait été créée plus d'un an avant le dépôt du permis. Donc ça, c'est extrêmement vicieux. C'est probablement anticonstitutionnel parce que la Constitution garantit quand même un droit à un recours effectif. Donc qui peut agir contre les permis si les associations qui sont quand même faites pour cela ne le peuvent pas? Un problème de principe d'égalité. Pourquoi est-ce qu'une société privée pourrait agir sans cette condition d'antériorité et pas une association? Je dirais que tout est un petit peu à l'envers. Et puis le principe aussi de la liberté d'association, ça empêche en fait aussi on dit c'est très bien, vous pouvez créer votre association de défense du patrimoine ou même de l'environnement, hein, mais simplement vous n'allez pas pouvoir agir en justice contre le projet qui vous intéresse. Donc pourquoi est-ce que les gens fonderaient à ce moment-là une association? Donc c'est quand même une entrave, on retire quelque chose qui est essentiel aux associations. Voilà, et puis également, alors il y a aussi le problème, cette épée de Damoclès des associations, qui est les dommages et intérêts pour recours abusif. Et là, il y avait une condition de préjudice excessif. Il fallait que le promoteur prouve qu'on lui a causé un préjudice excessif. Et bien là, tout simplement, on fait sauter le mot excessif, on l'enlève. Préjudice tout court, ça suffit. Donc là, les associations, les grandes associations vont hésiter aussi à introduire des recours en justice, puisque voilà, ça pourrait leur être reproché. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait une exception de recours non abusif, une présomption de recours non abusif pour un certain nombre pour un certain nombre d'associations et qui bénéficiaient notamment aux associations agréées pour la protection de l'environnement. Nous sommes agréés pour la protection de l'environnement. La plupart des associations du G8 patrimoine sont agréées pour la protection de l'environnement. Et bien là, Marc-Philippe Daubresse a fait sauter cette présomption de recours non abusif pour être sûr de bien nous faire peur. Voilà un petit peu l'idée. Je rappelle que dans l'ancien monde, dans la justice administrative, qui est une justice qui est à la justice que la musique militaire est à la musique, pour paraphraser Clémenceau, puisque c'est l'État qui juge des conflits qu'il a lui-même avec le citoyen, d'où le Conseil d'État, qui est cette farce démocratique, eh bien, vous aviez une possibilité d'être condamné à des frais irrépétibles de 3 000 à 4 000 euros, qui étaient les frais de justice classiques. Là, ça peut être des centaines de milliers d'euros. Hein. On ne joue plus dans la même cour, évidemment. Voilà. Donc tout ça est inquiétant. Alors évidemment, il y a d'autres dispositions pour renforcer les performances énergétiques des bâtiments du tertiaire. Il faut gagner 60% de performance énergétique par rapport à celle de 2010. On se demande à quoi va ressembler un bâtiment dédié à l'activité tertiaire
financière si on lui demande de gagner 60% de performance énergétique par rapport à 2010. Ça peut être des bâtiments anciens. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'emballer, il faut l'isoler par l'extérieur, il faut mettre tout évidemment les croisées à la poubelle. Voilà. Et ça aussi, c'est un précédent inquiétant parce que ça touche le tertiaire. Mais si ça fonctionne, entre guillemets, on pourra l'étendre ensuite aux autres bâtiments. Favoriser l'implantation des bâtiments préfabriqués en disant que oui, on peut les implanter même dans des terrains difficiles, escarpés. Donc tout ça, évidemment, c'est la qualité architecturale qui en prend un coup. Et puis, la fameuse question des concours s'agissant du logement social qui ne sera plus obligatoire. Et là aussi, c'est peut-être le patrimoine de demain qui va en souffrir. Donc la philosophie de cette loi, c'est construire en fait vite, mal et de manière non durable. Hein. C'est ça, c'est un retour vraiment des années 60. La relance par l'enlaidissement, 5 minutes. Alors on termine quand même par notre petit bonbon, notre petite sucrerie à nous, à la SPEF. Il se trouve que le Canard enchaîné a sorti une batterie d'articles en juin dernier sur les travaux illégaux et gravement illégaux de la maison Actes Sud, jadis présidée par Madame Nyssen, ministre à ce moment-là, dans sa maison d'édition d'Arles. Bon, on a été un peu choqués parce que nous, on pensait qu'elle n'était pas très forte, qu'elle n'était pas très douée, qu'elle était peut-être même carrément nulle, on l'avait dit. Mais on ne pensait pas qu'elle était quand même malhonnête. Parce que faire des travaux sans autorisation, vous le savez tous dans cette salle, si ça vous arrivait chez vous, c'est du pénal. Hein, et vous pouvez avoir de gros problèmes avec des condamnations à la clé. Et vous savez qu'on est féroce avec les petits citoyens dans ce pays. Hein, voilà. Donc on s'est dit, tiens, quand même, c'est embêtant. Donc on a demandé à nos avocats qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour quand même régler un peu cette question. Est-ce que c'était prescrit? Est-ce qu'on peut porter plainte, nous, association, contre un ministre en exercice? Voilà, bon, enfin, c'était pas évident. Et puis, l'été est arrivé. Alexandre Benalla nous a un peu remis la tête à l'envers avec d'autres histoires. Et puis finalement... les vacances. Et puis en rentrant de vacances, le Canard enchaîné, qui est un peu vicieux, hein, c'est pour ça qu'on les aime, ils avaient gardé une cartouche qui était les mêmes travaux illégaux, dans le même système, c'est-à-dire je demande pas, je demande, je fais quand même, je fais différemment de ce que j'ai obtenu comme autorisation, avait fait donc la même chose dans un hôtel particulier magnifique, habité par Camus, quel drôle de symbole évidemment pour un grand éditeur, et qui est l'hôtel Séguier à droite sur notre slide, et qui est donc un hôtel du XVIIe siècle magnifique, l'hôtel d'Aguesseau, grand juriste. Et voilà. Donc, on a quand même trouvé que c'était un peu gros tout ça. Bon, elle n'était pas ministre à ce moment-là, mais comment Madame Nyssen pouvait-elle décemment dire à quelqu'un, vous êtes en train de cochonner le patrimoine, il y a des ABF, respectez la loi, demandez un permis, alors qu'elle-même s'en était complètement affranchie à 2 reprises dans 2 sites protégés différents, Arles en secteur sauvegardé et ici sur un monument historique inscrit au titre de la loi de 1913. Alors, on a pris un petit coup de sang quand même, d'autant que et ça c'est un détail que je vous demanderai de garder privativement entre nous ce soir, mais il se trouve que le même ministère de la Culture nous avait demandé de remplacer une des personnes qui nous représentent dans des commissions administratives parce qu'elle avait un différend avec son architecte des bâtiments de France. Je dois dire que j'ai trouvé quand même la collision des 2 informations assez fracassante. Alors on a été chercher un grand avocat pénaliste qui est Maître Maisonneuve, dont vous entendez parler en ce moment, parce qu'il est l'avocat de la communauté européenne contre les assistants de Madame Le Pen, il est aussi l'homme de l'arbitrage Tapie-Lagarde, etc. Donc c'est quelqu'un qui fait peur rien quand on prononce son nom dans les milieux un petit peu autorisés, comme on disait du temps du regretté Coluche. Donc on a demandé à Maître Maisonneuve de prendre ce dossier en main au nom de la SPEF, et on a fait un communiqué de presse le jeudi de la rentrée du mois d'août pour dire que nous allions déposer plainte contre Françoise Nyssen dans sa qualité de président du directoire d'Actes Sud. 1 heure plus tard, François Molins, le procureur, ouvrait une enquête du parquet de Paris sur les travaux sans autorisation de Madame Nyssen. Sans nous vanter, je crois que nous avons contribué à ce qu'elle puisse être renvoyée de cette place qu'elle occupait indûment et où elle a fait, par sa médiocrité et par son absence de vision, tant de mal pour le patrimoine. Et donc, voilà. Le Nouveau Monde a bégayé et on redémarre avec un nouveau ministre du Nouveau Monde. Il a une chance par rapport à elle, c'est que lui, il arrive à un moment où, pendant 8 mois, tout le monde ayant démissionné, il a la totalité de ses directions à renommer. Et donc on va se remettre dans la configuration de ce qui était attendu en mai 2017. On a perdu donc 1 an et demi. Voilà. Et puis alors, non, n'applaudissez pas parce qu'on est dans démocratie infantile. Il y a des travaux à l'Élysée. Le président de la République du Nouveau Monde a expliqué qu'il n'y a pas d'argent. En tous les cas, quand il s'agit du patrimoine, il n'y a jamais d'argent, c'est marrant. Hein. Et donc, il faut que le monument travaille. Alors lui, il ne va pas encore porter des chapeaux Coca-Cola parce qu'il rapporterait certainement beaucoup d'argent, mais bon, pour l'instant, il n'est pas arrivé à ce niveau de réflexion. Mais vous pouvez aller à la boutique
d'une démocratie occidentale qui vend sans rigoler sur des mugs en porcelaine de Limoges, soi-disant, la trombine de son roitelet du moment. Quelle tristesse pour ceux qui croient que la démocratie est le régime de gens adultes. Hein, voilà. Mais j'ai voulu terminer par cette image parce qu'au fond, elle est un peu quand même une impression générale qu'on a, c'est que tout ça ne va pas quand même très bien. Voilà. Merci.